Salut Alizé, comment tu vas? Bonjour Louise, ça va et toi? Écoute, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Je te propose de te présenter. Qui es-tu Alizé? D'où viens-tu? Que fais-tu? Alors bonjour, merci à toi Louise de m'avoir invitée dans ton podcast. C'est vraiment une super idée de pouvoir échanger avec toi sur les histoires des autres et donc pourquoi pas échanger autour de la mienne. Donc pour faire court, moi je m'appelle Alizée, je suis graphiste à mon compte depuis 2 ans et demi maintenant. Et je suis née à Madagascar et donc j'ai été adoptée très très jeune, à 1 mois et demi à peu près, par mes parents et du coup j'ai deux frères aussi qui ont été adoptés et qui ont à peu près, enfin une histoire similaire à la mienne qu'on partage au quotidien. Qu'est-ce que tu connais de ton histoire, ton début d'histoire à Madagascar? Alors de ce que mes parents ont pu me dire tout au long de ma vie, c'est que ils m'ont jamais rien caché. J'ai été adoptée à Madagascar. Ma mère m'a déposée à l'orphelinat chez des sœurs. Parce qu'elle voulait vraiment que je sois adoptée, que je trouve des parents qui pourraient me donner ce qu'elle pouvait pas me donner, puisqu'elle vivait dans des conditions assez, comment dire, enfin vraiment dans la pauvreté, dans la misère, donc c'était compliqué pour elle, surtout qu'elle avait déjà des enfants avant. Et donc j'avais un grand frère qui avait 3 ou 4 ans je crois, et qui marchait mal, qui avait un handicap parce qu'il était il mangeait pas à sa faim quoi, donc c'était déjà compliqué à gérer. Et je pense qu'elle a fait aussi, elle a pris cette décision là pour pas répéter aussi ce schéma. Et du coup, elle a voulu, son souhait, c'était de me faire adopter par une famille aimante, et donc ça a été le cas. Et alors tes parents adoptifs, du coup, comment ils t'ont connu? Ils sont venus te chercher, entre guillemets, dans un orphelinat? Comment ça s'est passé? Alors en fait, mes parents à la base, ils cherchaient un troisième enfant à adopter. J'étais pas forcément prévue au planning, comme on peut dire ça comme ça. Et du coup, ils cherchaient sans trop chercher. Ils savaient pas s'ils allaient s'ils allaient trouver une fille ou un garçon à adopter tout de suite ou plus tard. Et donc du coup, à force de chercher, je sais que c'était ma mère qui était sur place parce que mon père travaillait, puis il devait garder aussi mes deux grands frères. Et du coup, à un moment donné, quand ma mère est rentrée dans cet orphelinat, on lui a dit, mais si vous voulez, il y a une petite fille qui est arrivée il y a pas très longtemps, il y a quelques heures, est-ce que vous voulez la voir? Donc forcément, ma mère a pas dit non, quoi. Elle était ravie de pouvoir rencontrer. Elle a tout de suite su que c'était moi et pas une autre, quoi. Donc ça a été vraiment le coup de foudre de ce qu'elle m'a raconté. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé notre histoire à toutes les deux, à tous les cinq du coup. C'était dès le premier instant où on s'est vu, elle m'a plus lâché, quoi. Elle s'est battue, ils se sont battus pour m'adopter et pour que je puisse partir aussi de Madagascar, parce que l'enjeu c'était ça, c'était de me faire partir de Madagascar avec tous les papiers, etc., etc. Parce que c'est une procédure qui est plutôt compliquée quand tu veux adopter à Madagascar? Alors pas forcément à Madagascar, je dirais que c'est partout. Peu importe le pays. Après, ça dépend de l'histoire. Il y a des histoires qui se font de manière un peu plus simple. Par exemple, mes frères, ils ont été adoptés dès la naissance, donc ils étaient mes parents, quand ils sont nés, mes parents savaient qu'ils les adopteraient. Déjà, c'était prévu comme ça, avant même qu'ils naissent. Alors que moi, c'est 1 mois et demi après. Donc du coup, forcément, il y a cette démarche c'est un peu un combat, quoi, pour que je puisse devenir Alizée, enfant de ma mère et mon papa, et voilà, et que je puisse partir dans les meilleures conditions possibles. Et comme on dit, c'est souvent compliqué parce faut savoir que en face des adoptants, il y a aussi toute une administration, il y a des gens qui sont honnêtes, il y en a qui sont moins honnêtes. C'est pour ça que j'employais un peu le mot combat. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles il faut pas céder. Et souvent, dans les histoires d'adoption, ils essayent de vendre les enfants, alors qu'un enfant, il est pas acheté finalement, ça s'achète pas. Après, bon, il y a toujours des cas assez compliqués, des histoires assez complexes, mais le but c'était pas qu'on me paye, quoi, que
c'est une adoption, quoi. C'est pas, j'achète pas un enfant. Donc voilà. Donc ils se sont battus pour ça, et pour ne pas céder parce que les gens ils demandent toujours plus d'argent. Et donc c'est de savoir faire confiance aux bonnes personnes, aux bons organismes, de pas rentrer dans des pièges où finalement on n'en sort pas. Mais oui, cet enfant c'est votre fille, c'est votre fils, et au final on se retrouve avec une situation où ah ben non, finalement cet enfant n'est pas adoptable, ou d'autres situations qui pourraient aller dans l'extrême. Mais pour le coup j'ai vraiment eu de la chance. Parce que mes parents avaient déjà adopté 2 enfants avant, donc ils avaient un peu déjà du vécu pour ne pas tomber dans des pièges compliqués, quoi. Et donc, t'es arrivée en France, t'avais quel âge? Je suis arrivée en France, j'avais un peu plus d'1 mois et demi. Donc j'ai vécu à Aix-les-Bains, enfin à côté d'Aix-les-Bains pendant 2 ans environ. Et après, on est parti à La Réunion. C'est sympa. Dépaysement total. Et ça fait quoi? Parce que quand on est enfant adopté, tu sais, on est un peu retiré de notre pays d'origine. Toi, tes premières années, tu te construis en France. Tu rechanges de pays pour aller à La Réunion. Ça, tu l'as bien vécu? Je pense que oui. En tout cas, je me plaisais beaucoup à La Réunion. Et puis, je pense qu'inconsciemment, comme mes parents ont toujours voyagé, ils aimaient beaucoup voyager, ils ont découvert plein de pays. Peut-être aussi qu'ils ont voulu nous transmettre ça, et j'ai pas senti de cassure. Avec le recul, il me semble pas que j'ai eu du mal à m'y faire à ce changement entre Madagascar, la métropole, La Réunion. En tout cas, mes parents m'ont jamais dit que j'avais été traumatisée de changer dû au fait de changer d'endroit comme ça. C'était plutôt quelque chose de naturel et de sain, quoi. J'ai pas eu de mal à quitter la métropole pour La Réunion. C'était plus après et aujourd'hui où j'ai du mal de déménager, j'en ai marre. Mais en tout cas, quand j'étais enfant, j'ai pas ressenti vraiment de tristesse ou d'angoisse à l'idée de déménager, quoi. Oui, et en plus, il faut dire que La Réunion, c'est une île qui est quand même très hétéroclite aussi. Et donc, j'imagine que pour ta construction, ça a dû t'aider. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai rencontré plein de personnes de partout. La Réunion, c'est vraiment une île où il y a toute origine, toute culture, les Indiens, les Chinois. Enfin, je mets un peu des guillemets, hein. C'est pas pour mettre les gens dans des cases, mais des origines tellement différentes, c'est tellement multiculturel qu'en fait, moi, j'ai eu un peu cette sensation-là, de passer à la trappe, quoi. J'arrive, personne me pose de questions. À l'école, j'étais pas plus embêtée que ça. C'était vraiment simple et fluide, quoi. Et puis même moi, je posais pas de questions aux autres. Je voyais un enfant, même si il avait des origines, ou en tout cas physiquement, il était indien ou chinois ou peu importe. Je faisais pas de différence, quoi. Et j'ai toujours été élevée comme ça. À ne pas faire de différence avec les autres, parce que mes parents n'en font pas avec moi et n'en font pas avec mes frères, et pourtant on se ressemble pas du tout pour le coup. Pour la petite anecdote, mes frères sont nés en Polynésie, donc j'en ai un qui est typé maori, l'autre qui est typé chinois, asiatique. Donc quand on se balade ensemble, pour moi c'est mes grands frères, quoi. C'est ma mère et mon père, ce sont mes parents, et je fais pas de différence. Donc du coup, déjà à La Réunion, déjà petite, j'en faisais pas parce que j'ai été aussi élevée comme ça. Donc là, à La Réunion, tu fais quoi? Tu fais ta scolarité maternelle, primaire? Voilà, c'est ça. Et je suis arrivée, et du coup, je suis partie de La Réunion en CE1, si je me souviens bien, pour une autre île. On était des baroudeurs dans l'âme. Et du coup, ouais, jusqu'à mon CE1, je suis restée à La Réunion, et c'était vraiment génial. Sur l'île, enfin tout était bien. J'ai vraiment rien à dire de La Réunion. J'ai pas rencontré de difficultés tant que ça. C'est plutôt après où ça a commencé à se compliquer, peut-être aussi en grandissant, et plus on grandit, plus on libère la parole, plus notre jugement aussi fait son chemin, et on arrive à déceler chez les autres certaines
choses. Et du coup, je pense que c'est aussi le fait d'avoir grandi qui fait qu'il y a eu des situations un peu compliquées, un peu conflictuelles. Mais en tout cas, tout mon temps à La Réunion, on n'a jamais eu de problème, quoi. Je garde que des bons souvenirs de ce C'est moment-là de super. ma vie. Et tu t'envoles où après, du coup, après La Réunion? Du coup, après La Réunion, je pars aux Antilles, notamment en Guadeloupe, parce qu'en fait, avec le travail de mes parents et surtout de mon père, ils pouvaient être mutés dans différents endroits. Donc, on avait le choix entre rester à La Réunion, aller en Polynésie, le rêve. Mais bon, on n'a pas choisi la Polynésie parce que toute notre famille était en métropole, donc ça faisait vraiment loin pour le coup. Et puis c'était des personnes âgées à l'époque, donc ma grand-mère, mes grandes tantes, donc se voir tous les 2 ans à l'âge qu'elles avaient, ou même se voir pas du tout. En fait, c'était un peu compliqué. Et du coup, si c'était pas la Polynésie, c'était les Antilles ou la métropole. Donc on s'était concerté, on en avait discuté, donc on a choisi pourquoi pas les Antilles, c'est un peu plus près de la métropole par rapport à la Polynésie, et puis on connaissait pas on connaissait pas la Guadeloupe, donc on est arrivé en Guadeloupe. Et là démarre l'histoire de ma vie, enfin la deuxième partie. Qui semble avoir été un peu plus compliquée. Ouais, voilà, à certains moments, c'était compliqué. Alors, il y a beaucoup de belles choses, il y a des choses que j'ai adorées, mais du coup, j'ai fait l'école primaire à partir du CE1 jusqu'au bac en Guadeloupe. Et à certains moments, j'ai commencé, à ressentir certains clichés, certaines gênes plutôt vis-à-vis des autres, parce que moi, comme à mon habitude, c'est pas vraiment de l'innocence, mais enfin pour moi les gens sont tels qu'ils sont, je juge pas, je mets pas les gens dans des cases, c'est vraiment pas ma personnalité. Et donc du coup, quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'apprends surtout à connaître la personne. Comme on dit, on juge pas un livre à sa couverture, donc et puis mes parents m'ont tout le temps répété ça, qu'ils ils m'ont vraiment inculqué cette valeur-là. Donc quand j'étais en face de quelqu'un, qu'il soit de couleur ou comment on dit, typé différemment, je m'en fichais un petit peu. Ce qui comptait pour moi, c'était de connaître la personne et de me faire des copains comme à cet âge-là, on a envie de se faire des copains. Et donc, dans ce que tu sembles dire, c'est que de l'autre côté, en fait, c'était pas vraiment ça leur démarche. Il y avait un peu de racisme, peut-être? Non, c'était pas vraiment du racisme. Je dirais plutôt que, alors ils sont pas tous comme ça, hein, heureusement. Hein. Puis après c'est partout pareil. Hein, dans chaque pays, il y a toujours des travers, mais ce que j'en retire aujourd'hui, c'est que j'ai vécu certaines situations. Donc un exemple tout bête, c'était surtout au lycée où on sait que les gens ils peuvent être méchants. Quand ma mère m'accompagnait aux réunions parents-professeurs et que j'entendais dans mon dos oh t'as vu sa mère elle est blanche, ça c'était compliqué à gérer parce que pour moi ma mère elle est à côté de moi et j'ai pas de filtre, je vois bien qu'on n'a pas la même couleur de peau, mais en quoi c'est un problème, pourquoi l'afficher en fait, je comprenais pas en quoi c'est gênant. C'était plus des petites réflexions comme ça et puis quand je me faisais des copains c'était avec tout le monde et comme je rentrais pas dans une case, en fait j'avais l'impression qu'il fallait être dans une case et comme je parlais pas créole mais je suis noire, mais j'étais copine avec tout le monde. À la cour de récré, j'allais voir un peu tout le monde, j'avais pas vraiment de groupe en fait. Pour moi, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, donc c'était assez compliqué comme mentalité. Et du coup, forcément, des fois, ça dérangeait parce que les gens, peut-être pour se sécuriser aussi, ils ont besoin de mettre les personnes dans des cases. Or, moi, je rentrais dans aucune case, à part peut-être dans la case Bounty, comme on m'a souvent appelée.
quand j'étais petite, c'est-à-dire noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Donc en plus, elle a des parents blancs, elle a un frère qui est chinois, enfin typé chinois asiatique, un autre qui est typé maori. C'est quoi cette histoire, quoi? C'est quoi ce mélange? C'est quoi cette famille? C'était un peu ça, c'est un peu ce que j'ai ressenti en fait durant ma scolarité. Et c'est un peu, en fait, comme si on appuyait sur la différenciation quand t'étais là-bas, quoi. Voilà, c'est ça. C'est en fait pourquoi faire des différences. C'est vraiment le sentiment que j'ai ressenti à certains moments. C'est pourquoi faire des différences. Après, il y a des gens extraordinaires. Hein. Je dis pas que tout le monde était comme ça. Il y avait quand même la plupart du temps, voilà, enfin, j'étais quand même bien. Mais c'est vrai que quand t'es face à une situation exceptionnelle comme celle-ci, comme le cas de cette rencontre parent-prof, oh t'as vu sa mère, elle est blanche, en chuchotant à l'oreille, mais assez fort pour que on entende, c'est compliqué quoi. Faire Ouais, j'imagine. aux gens, c'est bon. En fait, ça m'étonne même que les gens puissent dire ça, donc je trouve ça tellement je sais même pas quoi dire parce que moi ça me viendrait pas à l'idée de juger. En fait, c'était un peu un jugement aussi. Quand on comprend pas, on préfère juger plutôt que de s'intéresser et de savoir ce qui se cache dessous. Mais si je leur expliquais d'où je venais, comment j'en suis arrivée là, je sais pas pour autant s'ils comprendraient et s'ils changeraient de mentalité, quoi. On raconte pas son histoire au premier venu sous prétexte qu'on doit se défendre de ces arguments-là, enfin de ces jugements-là. On n'a pas à se défendre et j'avais pas à me justifier, mais c'était compliqué par moment, quoi. Et ça, t'en parlais avec tes parents? J'en avais parlé à ce moment-là où cette situation s'est passée. J'avais plus mon père, donc j'ai perdu mon père. J'avais 12-13 ans. C'était mi cinquième ou quatrième, non début quatrième plutôt. Et donc j'ai perdu mon père à la préadolescence et donc c'était aussi compliqué. Et comme dans mon collège à l'époque, je m'entendais pas beaucoup avec les autres. C'était assez compliqué. Puis même j'avais par exemple une prof, bon je nommerai pas, mais j'avais une prof, même je sentais un peu de racisme. Elle le criait haut et fort devant la classe, mais de toute façon toi tu comprends pas. De toute façon toi ta mère elle est blanche, donc mais devant tout le monde. Et enfin, c'était compliqué de mettre les élèves, les gens déjà de base dans des cases comme ça. C'est vraiment un truc que je comprenais pas. Et puis bon, il y avait d'autres problèmes après qui se mettaient en place. Il y avait aussi le fait que la classe était pas forcément était un peu bruyante, etc., etc. Ce qui m'a amené à changer de collège. Donc je suis rentrée dans le privé parce que le public c'était plus possible là où j'étais. Donc je suis rentrée dans le privé et là ça s'est calmé, quoi. J'ai rencontré des personnes formidables, des amis d'enfance que j'ai encore aujourd'hui, qui connaissent mon histoire, qui me jugent pas pour autant. Et puis voilà, c'était les 2 dernières années de collège, enfin 1 an et demi à 2 ans dans ce collège privé là, était vraiment super. Ça m'a aussi permis d'être un peu plus disciplinée, pas d'être plus méfiante au fait de de faire confiance à n'importe qui. Mais ça, il y avait ma mère pour me le rappeler, que tout le monde n'était pas mes amis, qu'il fallait que j'arrête de considérer tout le monde comme mes amis. Mais c'était peut-être aussi par rapport à mon histoire, je faisais trop confiance aux gens facilement. Parce que je m'entends bien avec cette copine-là, c'est mon amie, c'est mon amie, c'est mon amie. Et après, au bout d'un moment, elle me décevait. Enfin, j'étais déçue parce qu'il y avait des histoires et qu'on se fâchait. Et du coup, ma mère était là pour me rappeler que voilà, il y a des personnes qui sont bien, d'autres personnes ce sont pas tes amis. Fais attention à qui tu fréquentes, etc., etc. Mais pour autant, après, je suis rentrée au lycée dans un lycée public. Là, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, à part ces quelques petits pics, ces quelques petites situations où sa mère elle est blanche, etc., etc. Mais sinon, dans l'ensemble, j'étais copine avec tout le monde.
Donc, je me voilais pas la face. C'est juste que j'avais aucune raison vraiment aucune raison du plus profond de mon cœur de pas aimer quelqu'un. En fait, pour moi, même aujourd'hui, c'est un peu inconcevable. J'ai un peu du mal à mettre des limites. Je travaille là-dessus. Et alors, juste avant, tu nous disais que tu avais perdu ton papa quand tu étais en 4e. Oui. Comment tu as vécu ce moment-là? Ouh, le drame de toute une vie. Eh ben, suite au décès de mon père, j'ai été suivie ces dernières années. Donc pas quand j'étais enfant, j'ai pas été suivie par une psychologue, c'est vraiment bien après. Quand j'ai commencé mes études, en fait, où je me suis rendu compte, tu rentres dans la vie d'adulte, donc il faut te débrouiller toute seule, quoi. T'es dans tes études, tu gères ta vie, tu gères ton quotidien toute seule. Il y a plus papa, maman, enfin en l'occurrence maman. À tes côtés, elle était en Guadeloupe, moi j'étais en études en art graphique à Nantes la première année. Et donc, j'ai commencé à tester aussi mes limites, mes expériences sans mes parents, que ce soit physique ou même ce que j'aime pas, etc. Et donc après Nantes, je suis partie à Angers et Paris sur la même année. Et après, je suis arrivée à Lyon. Et en fait, c'est en arrivant à Lyon, donc la 3e année, où j'ai commencé mes études d'architecture d'intérieur. C'est là qu'il y a eu des petits rappels de mon passé, des petits trucs qui n'allaient pas, certaines situations où j'avais du mal je voyais que je contrôlais pas les choses et je commençais à avoir des pensées. Je me sentais triste. Il y avait, en fait, parce que j'avais refoulé la mort de mon père pendant toutes ces années. J'étais convaincue que j'avais jamais eu de père, que, j'avais le souvenir dans ma tête que j'avais été élevée par mon papa et qu'il m'a transmis des choses. Mais je voulais l'enfouir parce que ça faisait trop mal. Donc je voulais l'enfouir au fond de moi et je me le suis caché. Comme on m'a dit, j'ai congelé ces souvenirs qu'on avait en commun avec toute notre famille, tous ces voyages, ces beaux voyages qu'on a fait, toutes ces expériences qu'on a vécues. Et donc tout ça, j'ai fait en sorte de l'oublier, en tout cas de me le cacher comme si ça avait jamais existé, que c'était qu'un rêve, quoi. Sauf que c'était un peu une façon de te protéger, en fait. Voilà, c'est ça. Sauf que la vie est tellement bien faite qu'elle te le rappelle à un moment donné ou à un autre. Donc voilà, c'est pendant mes études que ça m'est revenu un peu à la figure, ce mensonge, parce que le corps, il a une mémoire formidable et il cache rien. Donc quand ça va pas, ça va pas. Quand à force de mentir et de tout prendre sur soi, comme on dit, le verre il déborde, quoi. Donc là c'était un trop plein d'émotions que je n'arrivais pas à gérer, que je ne comprenais pas. Et c'est après que en étant suivie avec quelqu'un, c'est elle qui m'a dit, mais en fait les émotions que tu ressens là en ce moment, c'est les émotions de ton passé que t'as congelé, donc c'est toute ton histoire que t'as mis de côté. Et c'était vraiment, j'avais le sentiment que je n'avais jamais eu de père, donc en fait je me suis comme si j'avais effacé ma mémoire. J'étais vraiment, même moi j'étais choquée, quoi, de ce que le corps est capable de faire. Et du coup, t'as été invitée, j'imagine, à te reconnecter justement à tes souvenirs avec ton papa, à tes émotions et tout ça? Ouais. Comment t'as vécu ce moment-là? Au début, je lui en ai voulu. Je l'ai pas senti. C'était pas. Je sais pas si je peux dire que c'était un abandon. Je lui en ai pas voulu à lui directement. J'en ai voulu à la vie en elle-même. Parce que c'était pas tant pour lui parce qu'il est mort d'un cancer, donc c'était pas de sa faute. Mais j'en ai voulu à la vie, à l'univers, je sais pas comment on peut appeler ça, je sais pas, à une entité ou à la vie. Et donc j'en ai voulu à la vie, donc je me battais contre elle. Donc à force de se battre contre la vie, on en vient à avoir un schéma de pensée pas sain.
Et du coup, c'est comment gérer toutes ces émotions-là. Donc, j'en voulais à la vie, je commençais à être en colère, à en vouloir à tout le monde. Et ça avait aussi un impact sur mes choix, sur mon discernement. Dans mes études, ça n'allait pas non plus. Parce que j'étais pas faite non plus pour ce métier-là. J'adorais la partie déco, le côté conceptuel du métier d'architecte d'intérieur. Mais par contre, après, il y a le côté architecture. Avant de penser au papier peint et au mobilier, il y avait ce côté bâtiment là, ce côté le bâtiment quoi. Et je pense que j'étais pas prête non plus à m'occuper de moi parce que j'étais encore dans mon passé. Et je pense que c'est pour ça que j'arrivais pas à me projeter et à m'investir pour mon avenir si mon passé n'était pas réglé. Et est-ce que ça t'a invité à rechercher un peu plus d'informations sur tes origines biologiques? Pas du tout. Pas du tout. Non, parce qu'en fait, ma mère m'a jamais rien caché. Donc, elle m'a raconté toute mon histoire. Et elle m'a dit, si jamais tu veux faire des recherches, si jamais tu veux retourner à Madagascar et voir un peu, retracer ton parcours, ton histoire, éventuellement rencontrer certaines personnes, il n'y a pas de souci, mais elle m'a toujours prévenu qu'il y avait peu de chances que je puisse revoir ma mère biologique. Parce que elle était tellement dans une détresse et dans une misère que je vais employer un mot, c'est pour schématiser un peu, mais on va dire c'est les bidonvilles en fait de Madagascar. Donc quand t'es dans cette misère là, est-ce qu'au bout de tant d'années, tu t'en es sorti? C'est compliqué à dire. Et puis comme c'est des bidonvilles, il n'y a pas forcément d'adresse. Et bien évidemment, c'est un autre combat. Hein, c'est un autre. C'est une recherche, une grosse recherche quoi. Donc, est-ce que j'avais envie de me lancer là-dedans? Est-ce que j'étais prête à me lancer là-dedans? Est-ce que j'avais les épaules pour encaisser la misère, la pauvreté, les bidonvilles? Alors que j'ai grandi dans le confort, dans la sécurité, même si on m'a jamais rien caché. J'ai regardé des documentaires, j'ai vu des films. Je sais très bien, j'imagine ce qui se passe. Mais de là à aller sur place et fouiller dans mon histoire, même aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Parce que voir la misère en face de toi, c'est pas forcément quelque chose de positif. Il faut avoir les épaules solides, quoi. Donc, tu as fait tes études, tu as commencé un accompagnement avec une psychologue sur ton histoire, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc du coup, comme les études d'archi, ça n'allait pas, c'était pas mon truc, et que moi j'ai toujours dessiné. Donc je pense que depuis toute petite, j'ai exprimé mon histoire. Je m'exprimais à travers le dessin, la peinture, la couleur notamment. C'était vraiment mon truc et je le savais. Enfin, dès mon plus jeune âge, je me différenciais par l'art en fait. C'était mon point fort. À l'école, partout, c'était la matière dans laquelle je m'exprimais complètement et sans réserve et sans honte et sans difficulté finalement. Et je savais qu'il fallait que je fasse des études de toute façon là-dedans. J'ai fait un bac pour ça. Donc c'était un bac littéraire, option art plastique et cinéma audiovisuel. Et c'est comme ça que je m'exprimais, c'est comme ça que je racontais mon histoire. Et je pense que j'avais besoin aussi de faire ce cheminement-là, cette thérapie. Comme on dit, l'art, c'est une sorte de thérapie aussi. Et donc de faire passer un message à travers l'art. Et donc les études d'archi, c'était un peu éloigné de ce projet-là, de cette façon de communiquer. Et donc on m'avait proposé de partir plutôt en décoration d'intérieur. Donc j'ai fait une formation professionnelle en décoration d'intérieur dont j'ai été diplômée. Mais par contre pour trouver du travail après, ça a été compliqué. J'ai pas trouvé de travail là-dedans. Donc je me suis réorientée, j'hésitais à l'époque entre l'architecture d'intérieur, la décoration ou le graphisme. Comme ça j'ai essayé les deux. J'ai testé les deux, donc ça m'a valu 8 ans d'études. Mais du coup le deuxième choix c'était le graphisme et aujourd'hui je suis graphiste à mon compte, donc c'est que j'ai bien choisi le deuxième choix, c'était le bon et que j'ai pu m'exprimer à travers cette profession-là. Et du coup, j'ai fait 4 années d'études à Lyon dans le graphisme.
Tu disais que tu faisais passer des messages à travers l'art et quel message t'avais envie de faire passer? Et peut-être quel message t'as encore envie de faire passer à travers l'art? Bah, je me souviens par exemple pour mes projets d'art plastique, enfin c'était des messages assez subtils, hein, mais ça pouvait par la couleur, il y avait toujours cette idée de, comme disaient mes professeurs d'art plastique, à chaque fois que tu fais un dessin sur une thématique que je te donne, c'est marrant parce qu'il y a toujours cette histoire de racines, ce côté un peu historique. Tu vas chercher ton histoire personnelle, l'adoption entre guillemets. Elle m'a pas sorti l'adoption, mais je le dis comme ça. Mais ça faisait vraiment, il y avait une référence à mon vécu. C'était, j'ai pas le mot là pour le dire. C'était comme si oui, j'avais cette impression de faire un peu mon arbre généalogique et bah de retracer mon destin, enfin mon histoire depuis Madagascar jusqu'à aujourd'hui. Et je l'exprimais par la couleur, par les formes. Quand je dessinais des femmes, c'était toujours dans une gestuelle où elles dansaient un peu pour rappeler un peu l'Afrique avec le rythme, la danse, les couleurs chaudes. Un autre exemple, quand on me demandait de faire une peinture de l'abstrait, ben moi ça partait tout de suite un peu en vrille parce que je rentrais dans les tons rouge, orange, dans les tons chauds, un peu à tendance un peu cauchemardesque, mais c'était beau, mais il y avait une puissance dans la couleur et dans les formes. Et elle me disait t'as quand même un côté torturé. En fait, elle me l'a sorti comme ça, mais c'est pas torturé dans le sens c'est mal, mais je cherchais quelque chose. Et si aujourd'hui on me demandait de faire de l'abstrait, mais c'est très dur parce que ça veut dire que l'abstrait, tu arrêtes de penser, tu te livres sans barrière, quoi. Et moi, c'était quelque chose que j'arrive moins à faire parce que je reste dans le contrôle. Faut pas que j'aille par là, faut pas que j'aille par là, il faut rester dans les règles, etc. Mais après, c'est comme ça que je m'exprime aussi. Et est-ce qu'on peut dire du coup que le dessin pour toi c'est quelque chose de thérapeutique? Ouais, complètement. C'est aujourd'hui, alors j'ai toujours dessiné, toujours fait de la peinture. Je prenais des cours de peinture en dehors de l'école. Depuis toute petite, mes parents m'ont vraiment offert ce temps-là pour moi. Et mes cadeaux, pareil, c'était de la peinture, des pinceaux, etc. Et alors autant j'étais pas bonne du tout en maths, au grand désespoir de mon père. C'était pas de la thérapie en plus. Autant la seule chose qu'il a arrêté, qu'il contrôlait pas, enfin que mes parents ne pouvaient pas contrôler, enfin quand je dis contrôler, je mets des guillemets, hein, c'était l'art plastique où j'étais totalement libre, totalement moi-même et du coup je me cherchais à travers cette matière-là. C'était le seul moyen que pour m'exprimer, en fait, c'était par l'art. Et encore aujourd'hui, hein, ça se ressent dans mon style, dans mes projets, dans ma personnalité. Et puis jusqu'à il y a pas très longtemps, je dessinais pour mes cours quand il y avait des projets à rendre en études à l'école. Et j'ai commencé à avoir du mal il y a quelques années à dessiner en dehors pour moi, vraiment pour moi, sans avoir une carotte derrière, une note, un salaire à la fin du mois. J'ai eu du mal à vraiment m'investir là-dedans, mais pour mon propre compte. Et hier, j'ai repris mes feutres Pro Marker, donc mes feutres à alcool, et je me suis remise à dessiner par la couleur et c'était génial et ça faisait bien 5-6 ans que je le faisais plus en dehors des cours, en dehors des obligations, quoi. Oui, donc t'as reconnecté au dessin pour toi, quoi. C'est génial. Voilà. Ouais, je me reconnecte parce que je pense aussi que j'ai 30 ans. Bientôt 31 et je sens que l'année de mes 30 ans c'est une phase une longue phase, mais je rentre dans une autre phase et je pense que c'est pour ça que peut-être que de recommencer le dessin, ça il y a quelque chose derrière aussi.
Si on rentre dans un nouveau cycle, dans une nouvelle, un nouveau palier, quoi. Je suis en train de commencer une nouvelle étape et du coup, le fait de reprendre le dessin à ce moment-là, peut-être que c'est pas si anodin que ça. Alors, j'ai une petite question. Tu disais un peu plus tôt que tu as pendant longtemps eu du mal à poser tes limites avec les autres, avec les gens, qu'aujourd'hui tu y travaillais. Est-ce que tu y arrives aujourd'hui à poser des limites? Alors, très bonne question. Moi, à l'époque, en tout cas, je faisais confiance à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Enfin, confiance, ou en tout cas, j'ouvrais la porte à tout le monde et des fois à n'importe qui et pas forcément à des personnes bienveillantes et qui me faisaient du tort après. Et aujourd'hui, que ce soit personnel ou professionnel, mais ça, je pense parce que j'ai fait un long travail sur moi depuis 7-8 ans où je suis accompagnée. Là, aujourd'hui, je suis plus dans la méfiance, voire des fois trop. Des fois, proche de l'isolement. Je préfère ne pas prendre de risques plutôt que de voir si cette personne est, si avec cette personne, ça va donner sur une relation amicale ou pas. Et comme on dit souvent, avec moi, c'est blanc ou noir. Le gris, pour l'instant, c'est compliqué, j'y arrive pas. C'est soit je suis complètement ouverte à l'autre, soit je me referme complètement pour me protéger parce que j'ai trop vécu, j'ai trop eu de choses et du coup, par expérience, je préfère ne pas y aller. Parce que si je reste dans cette nuance de gris, on schématise par la couleur, ça c'est drôle. Si je reste dans cette nuance de gris, il y aura toutes les émotions qui vont aller avec. C'est, oui, tu es en contact avec cette personne-là, tu lui fais confiance, voilà, normal, dans quelque chose de sain, et en même temps, tu restes sur tes gardes parce qu'on sait jamais. Et ça, j'ai du mal avec ça. Il y a le côté un peu peur d'être déçu, en fait, dans une nouvelle relation. Ouais, c'est un peu ça. Et aussi parce que maintenant j'apprends, je pense qu'avec l'expérience, mais pour tout le monde, à partir d'un certain âge, on fait beaucoup de tri et de sélection. Et à force que ma mère me répète de pas faire confiance à n'importe qui, de faire attention, même de reconnaître de loin une copine que je ramène à la maison, ah mais cette fille-là, c'est pas ton amie, je la sens pas. Allez, 6 mois après, 8 mois après, ah oui, t'avais raison maman. Donc c'est qu'elle aussi, elle avait le flair pour détecter de toutes les façons, que ce soit 6 mois après ou 8 ans, 10 ans après, elle avait le flair et elle avait raison. Parce que cette personne-là, au bout du compte, elle m'a rien apporté à part me détourner de mon chemin. Donc voilà. Et aujourd'hui, je rentre dans une nouvelle phase de la relation avec les autres. Après, peut-être dans l'extrême parfois, préférer ne pas prendre de risques de peur d'être déçu, c'est peut-être aussi un peu extrême. Et c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment, c'est cette nuance de gris, comment la trouver, comment être dans le juste milieu sans aller dans les extrêmes. Parce que de toute façon, la vie est faite comme ça, il faut savoir prendre des risques, et que si on n'essaye pas, on n'a rien, on n'obtient rien. Et moi, je suis pas du genre non plus à m'isoler. Je suis très sociable comme fille. J'aime sortir avec d'autres personnes. J'aime aller au restaurant, au cinéma. J'aime faire plein de choses avec les autres, des balades. Enfin voilà. Là, depuis que j'ai commencé mon entreprise, je me suis inscrite au sein de Réseau Entrepreneur, et parce que j'aime le contact humain avec les autres, et parce qu'on découvre de très très belles personnes. Suite à ça, donc j'aime faire des rencontres. Après, c'est comment les gérer les émotions qui vont avec. Et autre question, avec tes 2 grands frères, du coup, est-ce que vous parlez de l'adoption? Jamais. Non, on en a jamais parlé. Je pense qu'après c'est particulier, c'est propre à chacun, mais il me semble pas qu'on en ait parlé une seule fois. Et en général, si on en a parlé 2 ou 3 fois, c'est parce que mes parents étaient avec nous et qu'ils nous posaient des questions à nous 3.
Mais jamais je me suis assise à côté d'un de mes frères en me disant oui, qu'est-ce que tu as ressenti vis-à-vis de ton histoire, vis-à-vis de l'adoption, etc. La seule chose que je sais, par exemple, c'est que mes frères, ils sont nés à Tahiti. C'est pas pour autant qu'ils veulent y retourner, enfin y vivre, etc., etc. Et par contre, on a fait quand on était plus jeune, on est parti à Tahiti. Ils ont rencontré leur famille biologique. Donc on l'a fait. Enfin, mes parents ont fait ça pour eux, ce chemin-là pour eux. Après, on est revenu à notre vie normale et on n'en a pas vraiment reparlé, mais est-ce que c'était à faire ou pas? Enfin, en tout cas, sur le moment, ils avaient pas l'air gênés, mais on n'en a pas plus reparlé que ça. Et il y a pas si longtemps que ça, mon frère, sa sœur biologique l'a recontacté parce qu'elle se rappelait que qu'il avait une sœur, c'est marrant, une sœur noire, appelons un chat un chat. Et donc elle a vu mon nom sur Facebook, donc elle a fait le lien et donc voilà. Après je sais pas ce que ça a donné et après ça lui appartient. Sans rentrer là-dedans, mais du coup, moi, enfin, je trouve ça formidable les réseaux sociaux pour ça. Là, au moins, je cauchemardais. Une fois, j'ai fait un cauchemar. J'ai cru qu'on m'avait contacté aussi sur Facebook, donc c'était un frère ou une sœur, je sais plus exactement. Et bon, par contre, c'était pas idyllique, c'était bizarre hein, comme rêve, mais que la personne elle me contactait, je suis ta sœur, etc., machin, ou ton frère, et en fait c'était pour me demander de l'argent. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve-là, et je sais que ma mère m'a toujours prévenu que comme c'était la pauvreté, la misère, on sait très bien ce qu'il y a derrière, souvent tout ce qui va avec, quoi. Mais des fois, inconsciemment, j'en rêve, tu vois, de cette rencontre. Ouais, il y a des trucs qui se passent dans la tête quand même, des fois, sans forcément comprendre ce qui se passe. Ça, t'as l'occasion d'en parler à ta psychologue, par exemple? Oui, on en parle assez souvent. En fait, c'est forcément lié à une problématique du moment. Donc, comme je te disais là, ces derniers temps, je suis plutôt dans la relation avec les autres. Comment gérer mes émotions, comment travailler cette nuance de gris, comment voilà, là mon challenge de 2022, enfin c'était mon challenge de 2022 et ça va continuer sur 2023, c'est de me créer des projets pour moi. Donc finalement de me créer une vie en dehors de la sphère familiale, en dehors de toute l'histoire qu'il y a eu, de tout ce que j'ai vécu, de penser à moi en fait, en dehors de l'adoption, en dehors de ma famille. Qu'est-ce que j'ai envie de créer pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce monde? Quelle est ma place? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Est-ce que j'ai envie de transmettre quelque chose ou tout simplement de me faire plaisir? Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu as le sentiment d'avoir vécu pour les autres pendant longtemps et du coup te recentrer sur toi aujourd'hui, c'est compliqué, c'est ça? Ouais. Je voulais faire la fierté de mes parents. Leur rendre, c'est bizarre à dire, mais leur rendre ce qu'ils m'ont, ou en tout cas essayer de leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Sauf que ça marche pas comme ça et c'est pas ça. C'est une histoire d'amour. C'est pas je t'ai donné quelque chose, tu me le dois. Ils l'ont jamais vu comme ça, ils l'ont jamais perçu comme ça. Ils m'ont rien demandé. Ils me demandent rien à part de faire ma vie, de réussir ma vie. Bon après la réussite, voilà, mais d'être adulte et de tout simplement vivre. Parce que le geste d'amour qu'ils ont fait, c'est de me sortir de là où j'étais, donc d'une potentielle situation de misère. Et que s'ils avaient pas été là, aujourd'hui, je sais pas où je serais. Et donc, sachant ça, je me suis automatiquement imposée à moi-même cette pensée-là. C'est vous m'avez donné une chance de vivre, tout simplement. Comment je vous la rends aujourd'hui? Donc ça a été par faire des études, ça a été par avoir le bac. Alors être la meilleure à l'école, bon ça c'est notre histoire. En tout cas en dessin ça allait. En art plastique ça allait. Donc faire mes études, avoir avoir une licence dans le graphisme,
aller le plus loin que je peux. Donc ça a été ça, les remercier comme ça. Mais au final, j'ai pas à les remercier. C'est un acte d'amour. Un enfant n'a pas à remercier ses parents de lui avoir donné la vie, de l'avoir mis au monde ou de l'avoir adopté. C'est des fausses croyances, quoi. Enfin, c'est des croyances qu'on se fait nous-mêmes, alors que nos parents nous demandent rien, à part de vivre et d'être en bonne santé, d'être éduqué, d'être en bonne santé, de faire les choses bien. Voilà, la santé, avoir un toit sous la tête, un travail et vivre sa vie. Mais ça, c'est compliqué. Je me dis, quand on me dit, oui, crée-toi des projets, alors, oui, mais quoi? Donc, j'ai eu plein de suggestions. Hein. Ça peut être le permis de conduire. Même, enfin moi, quand on me dit crée-toi des projets, je rentre tout de suite dans un voyage, acheter une maison, acheter un cheval. Même si c'est ce dont je rêve, mais faut être réaliste. Et du coup, des projets à ma portée. Ça peut être le permis de conduire ou ça peut être reprendre l'art, reprendre la peinture. Ça aussi, c'est un projet. Et voilà, il y a des choses comme ça que je mets en place, ou aller à un concert d'Ed Sheeran au Stade de France. Donc voilà, je commence à y travailler, mais c'est compliqué de faire pour soi et pas pour les autres. Oui, surtout quand depuis tant d'années, t'as plus fait pour les autres, quoi. C'est un peu comme tu le disais tout à l'heure, t'es un peu sur la plaque pivotante en ce moment, quoi, de réajustement, reconnexion à soi, et puis après construire quelque chose, tu vois. Mais cette période-là, elle est pas hyper évidente à vivre. Voilà, c'est ça. C'est ça, puis bon, comme on dit, nos parents seront pas toujours là et faut qu'on vive pour nous, quoi. Notre histoire, c'est notre histoire. On a le bagage qu'on a, mais comment transformer tout ce qu'on a vécu, comment s'en servir pour faire du positif, pour faire quelque chose de bien, pour se créer d'autres souvenirs. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je me souviens que de ça. Enfin, de mon enfance, de mon adoption, de la partie tragique avec la disparition de notre papa, de la misère auquel j'ai échappé. Donc, mais tout ça, ça appartient au passé. Maintenant, si je regarde devant moi, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour qu'à long terme, ça fasse l'effet accumulé, donc qu'il y ait un projet derrière. Et donc, quel est mon projet? Et donc ça, c'est compliqué. Mon projet personnel est à moi toute seule, quoi. C'est plus facile de se dire je vais faire ça pour ma mère parce que je l'aime, parce que j'ai envie de lui faire plaisir, parce que je veux qu'elle soit fière, etc. Mais la vie, c'est pas comme ça. Je te propose qu'on s'arrête maintenant sur ces belles paroles. Ça marche. Je te propose la question quand même, est-ce qu'il y a des choses que t'as pas abordées, que t'aimerais aborder? Oui, je voulais juste te dire que faire passer un message, si je peux faire passer un message à qui écoutera, hein. Mais c'est vrai que l'adoption, c'est un sujet que moi déjà j'en parle pas au quotidien, sauf quand on me pose la question, pas parce que c'est quelque chose de tabou, mais parce que c'est pas forcément évident, puis c'est une longue histoire entre guillemets, mais c'est pas quelque chose de fatal, c'est pas quelque chose de grave. L'adoption, c'est les parents, un couple qui décide d'adopter un enfant, c'est pas forcément parce qu'il a des problèmes, parce qu'il peut pas faire d'enfant. C'est juste un geste d'amour. Et je sais que c'est compliqué pour certains à comprendre, mais tout est question d'amour dans cette histoire. Et je voulais juste dire que l'adoption, c'est pas quelque chose de tabou et c'est pas quelque chose de fatal ou de négatif. Et que moi, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, qui me permet de relativiser dans certaines situations et du coup de travailler sur la notion de il m'arrive telle chose, c'est pas grave, il y a plus important, c'est pas un problème. C'est pas quelque chose de grave. Voilà, j'arrive à relativiser parce que derrière il y a eu plein de choses. On a un passé qui a été très important, très intense. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, je sais que c'est horrible à dire, mais j'ai vécu pour l'instant pire entre guillemets. Donc il ne peut m'arriver que du mieux. Et c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui, la notion de c'est pas grave, il y a toujours des solutions. Merci à toi, Alizée, d'avoir partagé ton histoire. Je te remercie infiniment.
J'ai hâte d'avoir la suite de ton histoire, de tes projets que tu es en train de construire. Avec grand plaisir, je te les partagerai. Si on veut te contacter, Alizée, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, je suis très active. C'est Alizée Pérou sur Insta. Et voilà, si jamais vous avez envie de qu'on discute de quoi que ce soit ou de me faire un coucou, c'est avec grand plaisir. Super, je vais mettre ton compte Instagram dans les notes de ce podcast, comme ça les gens pourront te retrouver facilement. Merci beaucoup. À très bientôt à tous les auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à envoyer un petit message à Alizée. Je pense que ça lui fera très plaisir. À très bientôt.